Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas, on va commencer le webinaire. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes de son ou d'image. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qu'on a décidé de consacrer à l'expérience collaborateur, un thème qui est évidemment important pour nous et sur lequel on va essayer pendant 30 minutes de vous apporter des pistes, des solutions, de vous expliquer également ce qui aujourd'hui peut-être dans votre entreprise peut altérer cette expérience, et on va donc essayer de vous décrire de manière assez simple comment vous allez peut-être pouvoir y travailler au quotidien. Donc moi je suis Aymeric Deschamps, Wellbeing Advisor chez WeUbi. Aujourd'hui je suis en compagnie de Stéphane. Bonjour, je m'appelle Stéphane Yaïch et je suis sophrologue, mais pas que, je suis formateur, consultant et coach en mieux vivre au travail. Et puis, vous ne le voyez pas, mais il est présent avec nous, Christophe, qui au terme de ce webinaire, une fois que nous aurons fini cette présentation, voit vos questions et du coup sera le modérateur pour que nous puissions répondre du mieux que nous pouvons aux questions que vous aurez peut-être. Pour commencer ce webinaire, nous avons choisi de faire un focus sur WeWork, qui donne le tempo aujourd'hui de ce que peut être une expérience collaborateur réussie. WeWork, c'est une success story à l'américaine, une entreprise qui existe depuis quelques années et qui aujourd'hui a un concept très simple: créer des espaces de coworking beaux, confortables, avec pour ses clients et pour ses membres tous les services qui peuvent leur aider à travailler du mieux qu'ils peuvent au quotidien, et surtout avoir créé des espaces qui permettent aux gens d'échanger le plus simplement possible et de provoquer la rencontre entre ses membres pour favoriser l'innovation. L'idée de WeWork, c'est vraiment développer des communautés pour créer de la diversité, et c'est ce que d'ailleurs ont très bien compris les entreprises que vous pouvez voir juste en dessous, les grands groupes qui décident aujourd'hui de s'installer de plus en plus dans ces espaces de coworking. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de WeWork, c'est que 35% des utilisateurs font partie de PME, 14% font partie des grands groupes, et aujourd'hui, c'est ce qui permet vraiment de créer de la diversité dans ces espaces pour favoriser l'innovation. Aujourd'hui, ce qui est important de garder en tête, c'est que on peut l'observer grâce à WeWork, mais les modes de travail sont en train de changer considérablement. En 2020, 50% des actifs auront moins de 30 ans. Les gens veulent travailler différemment, et les millennials, qui se représenteront une grande partie de la population active, vont travailler différemment et seront de plus en plus exigeants sur le cadre dans lequel ils travailleront. Donc pour refléter un petit peu ce qui est important aujourd'hui pour être un salarié heureux. Alors évidemment, il y a pas mal de statistiques sur le sujet. Vous en avez peut-être certaines en tête. Voilà, ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'un salarié heureux est un salarié moins malade, moins absent, plus créatif. Mais ce qui est également important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, la clé dans une expérience collaborateur réussie, en tout cas l'une des clés, c'est également la communication. Aujourd'hui, 70% des salariés tiennent leurs connaissances métiers des connaissances de leurs collègues. Et aujourd'hui, c'est donc vraiment un des leviers les plus importants pour travailler sur votre expérience collaborateur. Voilà, quelques chiffres également sur l'absentéisme qui aujourd'hui est une manne financière considérable en termes de budget. Et donc voilà, si vous souhaitez améliorer votre expérience collaborateur, aujourd'hui c'est bien d'avoir certains de ces chiffres en tête. Et encore, il y a un chiffre dont on ne parle pas, c'est le présentéisme, c'est difficilement quantifiable, mais c'est aujourd'hui Tout à une des fait. plaies qui coûte beaucoup plus cher à l'entreprise. Alors c'est vrai que pendant des années, on a eu du mal quand même à conjuguer bien-être et travail, deux mots qui n'allaient pas forcément ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que les études nombreuses qui sont menées sur le sujet montrent que ça forme plutôt un duo 100% gagnant pour l'entreprise et qui fait totalement partie de ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Alors, le bien-être, le bien-être au travail, c'est un des fondamentaux de l'expérience collaborateur, mais ça n'est absolument pas la finalité. Il faudra juste le rappeler. Alors, l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la somme de tous les moments qui sont vécus dans l'entreprise par le salarié, depuis le moment où il est recruté jusqu'à son départ. Et, euh, et ce parcours parcours professionnel va être jalonné d'un certain nombre d'expériences, de tranches de vie professionnelle qui vont construire sa vie personnelle également. Et dans ce parcours, le bien-être au travail, c'est une clé pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que, alors,
On a parlé d'expérience collaborateur, mais avant de parler d'expérience collaborateur, on parlait d'expérience client. Et cette expérience collaborateur n'est que le reflet fidèle de l'expérience client. Parce que le collaborateur, c'est, il faut juste le rappeler, le premier client de l'entreprise quand même. Et un client qui doit être séduit, qui doit être conquis, qui doit être chouchouté, qui doit être fidélisé. Et c'est exactement le même processus que pour un consommateur. Il achète quelque chose, il achète une marque employeur, il achète une promesse, il achète des bénéfices, il achète des valeurs, bien évidemment. Et tout au long de sa vie dans l'entreprise, eh bien comme à un moment, j'ai réévalué. Je disais, j'étais Citroën, maintenant voilà, eh bien, je suis Renault. Et bien à un moment, j'ai réévalué ma fidélité à une marque et j'ai réévalué la durée, la longévité de cette fidélité. Et de cette manière, le collaborateur, il doit être entretenu dans cette relation de fidélisation. Et parce que c'est extrêmement fragile, c'est une relation qui est qui doit être durable. Et malheureusement, lorsque l'expérience commence à être négative, eh bien c'est une relation qui commence à se dégrader. Alors, il faut juste rappeler aussi, je disais que le client, le collaborateur est le premier client de l'entreprise. Avec l'explosion des réseaux sociaux, le client, le consommateur, il est devenu un véritable consommateur. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de communication et aussi un pouvoir de nuisance d'ailleurs, extrêmement important avec les réseaux sociaux. Et le collaborateur a suivi ce mouvement. Le collaborateur parle, s'exprime. Il parle avec ses amis, qu'ils soient réels ou virtuels sur Facebook, avec sa famille, avec son entourage. Et il parle de sa société, il parle des réussites de sa société généralement. Il parle de ses multiples expériences, il parle de son bien-être et de son mal-être quand il y en a. Et généralement, il communique beaucoup plus vite que l'entreprise. Et lorsque l'entreprise qui sait prendre en main cette expérience collaborateur, l'entreprise qui sait donner à ses collaborateurs une expérience motivante, stimulante, une expérience heureuse, c'est une entreprise gagnante. C'est une entreprise qui va trouver dans cette relation, dans cette expérience, un échange gagnant-gagnant avec son collaborateur. Parce que il y a un livre que je vous recommande qui est L'expérience collaborateur par Corinne Salama. Elle cite elle explique que lorsque justement un consommateur, un client achète un produit, eh bien il le paye en monnaie trébuchante, en euros. Le collaborateur, lui, a une autre monnaie d'échange, eh bien c'est son engagement. Et cet engagement, il est fragile. Il est extrêmement fragile et il faut constamment le construire, le renforcer, parce que c'est la clé de voûte de l'entreprise. Alors en effet, oui, une expérience collaborateur, c'est la somme de tous les moments vécus dans l'entreprise. Donc autant que ces moments soient heureux et qu'ils soient petits ou grands. Simplement, le rôle de l'entreprise, le rôle des RH, le rôle des managers de proximité, parce que c'est vraiment la clé, le manager de proximité, c'est de chasser tous les obstacles à cet épanouissement. Et un des gros obstacles, c'est le stress. Le stress, je voudrais juste rappeler ce que c'est. En fait, la définition du stress au travail, selon l'Agence européenne de sécurité santé au travail, le stress est le déséquilibre qu'il existe entre les contraintes qui pèsent sur l'individu et les ressources dont il pense disposer. Parce que le stress est d'abord une réaction physiologique, mais c'est surtout, il y a une forte dimension psychologique. Et les contraintes dans le milieu du travail, eh bien, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle des stresseurs. Des agents stressants, ce qui va créer une situation ou une réaction de stress chez la personne. Et les premiers stresseurs sont nos stresseurs professionnels. C'est ce que je fais, mon job, ma mission, mon poste de travail, mes horaires et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la charge de travail et la surcharge de travail. La pression économique, la pression des délais, la pression de l'activité. Une nouvelle pression qui est venue s'ajouter à tout ça, c'est la pression des outils numériques. Qui nous entraîne dans ce qu'on appelle le multitasking et qui est aujourd'hui une cause de burn-out. Interpersonnel, eh bien, l'être humain est un animal social qui se nourrit de la relation à l'autre et il va y chercher un état de bien-être. Et les relations interpersonnelles, eh bien, sont fondamentales. C'est le client dictateur, c'est les relations parfois qui reposent sur des non-dits conflictuels avec d'autres collègues ou avec le manager.
Et puis alors, ce qu'on appelle les relations, les stresseurs intrapersonnels, eh bien, c'est justement le conflit à un moment qu'il peut y avoir un conflit intérieur chez le salarié lorsque ce qu'il a acheté n'est plus ce qu'il vit. Et que l'entreprise, suite à un rachat, par exemple, c'est arrivé. Personnellement, je l'ai vécu. J'étais dans une filiale du groupe Gaz de France, société de service public, et j'ai été racheté par un groupe américain. Deux modèles économiques différents et deux extrêmes en termes de valeur. Évidemment, ça crée des conflits intrapersonnels. Et les stresseurs organisationnels, eh bien, c'est tout ce qui touche par exemple, un déménagement, une restructuration, le départ d'un collègue en retraite ou un changement de manager. Voilà. Et tous ces stresseurs, euh, tous ces éléments, eh bien, nous le vivons tous différemment. Les salariés les vivent différemment parce que vous avez affaire à des individus, à des personnes uniques, et qui vont toutes individualiser, en effet, ces éléments de stress. Et elles vont les individualiser avec un certain nombre de facteurs, et puis d'autres facteurs qui sont directement liés au stress au travail. Les facteurs de stress au travail, c'est, par exemple, on les compte au nombre de 4, et on s'est aperçu que si vous en aviez au moins 2, vous génériez une situation de stress physique. Le contrôle, c'est par exemple lorsque vous êtes dépendant de prestataires, lorsque vous êtes dépendant d'une autorité extérieure. Je travaille avec des avocats, les avocats ils sont soumis à la décision du magistrat, par exemple. Dans l'événementiel, j'étais soumis à la sous-traitance de prestataires. Et l'imprévisibilité vient se rajouter à ça. Alors le contrôle, plus vous contrôlez, moins vous êtes stressé, moins vous contrôlez, et évidemment, plus vous stressez, de manière exponentielle. Parce que c'est justement s'ajoute l'imprévisibilité dans une journée de travail. L'imprévu, c'est justement le fait de ne pas pouvoir planifier, de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Et les imprévus, c'est pas ce qui manque dans une journée. Ça peut commencer le matin. Ce matin, je suis parti, j'ai oublié mon téléphone portable, donc ça faisait partie des imprévus. Euh, Vous arrivez au bureau, vous avez un dossier important à imprimer, et c'est là qu'il y a le bourrage papier. Donc ça, c'est les petits imprévus du quotidien. Plus il y en a, plus vous stressez. Parce que l'équation de l'aggravation du stress, c'est l'imprévisibilité associée à l'intensité et à la répétitivité. Et puis il y a les gros imprévus liés directement au métier que je pratique. Ils peuvent être plus ou moins gros. La nouveauté. Le changement induit la nouveauté. Et la nouveauté crée en fait la peur de l'échec, la peur de perdre ce que j'ai déjà, la peur de mes privilèges, et l'incertitude souvent liée aux incompétences perçues d'une personne qui, à un moment, s'il y a un changement dans l'entreprise, va considérer qu'elle était compétente avant et qu'elle ne l'est plus maintenant. Et c'est extrêmement lié au quatrième facteur de stress, qui est l'ego. Et l'ego, c'est quoi? C'est la reconnaissance. La reconnaissance du travail, c'est le fait de se sentir aimé, de se sentir apprécié. C'est le fait d'avoir des besoins matériels satisfaits. On y retrouve la pyramide de Maslow. Donc, lorsqu'on est face à ces facteurs de stress, eh bien, on retrouve dans l'expérience collaborateur une réponse directe et concrète à ces stresseurs et à ces facteurs de stress. Et ça se vit en 3 dimensions. Alors j'aime bien comparer le salarié à un arbre qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de grandir, d'avoir des fruits, d'avoir des fleurs. Et ces 3 dimensions, on retrouve justement, par exemple, dans la dimension aspirationnelle, la terre, ce qui m'aide à pousser, ce qui m'aide à grandir, ce qui m'aide à m'épanouir, c'est-à-dire ce qui donne du sens à ma vie dans l'entreprise. Les entreprises comme EDF, que j'ai longuement accompagné sur ce sujet, Michelin, qui ont créé en fait des projets collaboratifs, ont intégré cette dimension et permettent de donner du sens au job des salariés. Mais ça passe aussi par la valorisation des petites victoires, des petits succès. Avec, par exemple, chez Blablacar, tous les mercredis, un manager, un responsable de service va parler de ce que son équipe a fait à l'ensemble de la société. C'est une règle. Donc, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, mais on dit ce qu'on fait. La dimension sociale, c'est surtout le relationnel. Là, ce sont les branches, les ramifications relationnelles que je vais pouvoir créer pendant mon parcours dans l'entreprise. C'est la communauté que va savoir insuffler la direction jusque sur le terrain. Et il n'y a pas longtemps, j'étais justement sur le terrain avec un gérant d'une enseigne, un réseau de distribution nationale.
cette société a vécu un grand changement managérial, un changement de président. Et lui m'a dit, ben, depuis qu'il y a le nouveau, et ben, le bonheur ne redescend plus sur le terrain. Et là, je dis au RH, je dis au CODIR, je dis au président, mais quand vous entendez, quand il y a des retours qui commencent à remonter dans cet esprit-là, eh bien, il est temps de redonner le sourire à ces équipes. C'est ce qu'a fait Orange d'ailleurs, après les épisodes difficiles qu'ils ont vécus en 2009, où aujourd'hui, c'est une entreprise où il fait bon travailler. Et la dernière dimension, c'est la dimension physique. Et bien ça, c'est mon tronc. C'est ce qui me rend fort. C'est ce qui me renforce, c'est ce qui me donne du confort, du réconfort. C'est toute la dimension physique, matérielle, que va pouvoir m'offrir l'entreprise. C'est justement les locaux, comme ceux que propose WeWork. C'est le matériel dont je vais pouvoir disposer. Parce que c'est vrai que je travaille pour des entreprises publiques où au national tout allait bien, mais dès qu'on était sur le terrain, le matériel c'était préhistorique. Et ça faisait partie des grandes expériences négatives que vivaient les salariés au quotidien. Et lorsque l'entreprise arrive à m'offrir, prend en compte le fait que je suis un être humain qui a des aspirations, qui a besoin de vivre une relation sereine dans son travail, qui a besoin d'être satisfait sur le plan matériel, eh bien, l'entreprise qui sait m'apporter apporter ces solutions-là, c'est une société dans laquelle je reste et dans laquelle j'ai plaisir à travailler. Et c'est important, je souhaitais simplement rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, sur le côté aspirationnel. C'est qu'aujourd'hui, toute la difficulté des grandes entreprises, on le voit au quotidien, les jeunes aujourd'hui ont tendance à fuir les grands groupes, ce qui est évidemment dommage, et toute la difficulté pour les grands groupes, c'est justement ce côté aspirationnel. Ce sont souvent des grandes entreprises qui ont une vraie histoire. Quand on prend une entreprise comme Michelin, comme Renault, ce sont des entreprises qui ont presque parfois plus de 100 ans, qui ont une histoire à raconter avec des valeurs très fortes, très ancrées. Et la clé aujourd'hui, pour elles, ça va être justement d'arriver à faire passer ces valeurs, à les communiquer à la jeune génération pour pouvoir inspirer justement ces jeunes et les engager plus fortement. C'est ce qui arrive très bien à faire, évidemment, les entreprises digitales comme Blablacar, comme Doctolib, comme tous les grands succès dont on entend parler aujourd'hui. Mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'aujourd'hui les grands groupes, avec leur histoire, n'arrivent pas à le faire. Et c'est aujourd'hui tout le challenge pour elles. Mais le grand challenge pour les entreprises qui ont une forte histoire, c'est de retrouver l'élan qu'on peut avoir dans les startups aujourd'hui. Exactement. Donc, alors pour en revenir évidemment aux solutions qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience collaborateur, elles sont évidemment très nombreuses. Vous en avez une synthèse représentée ici sur ce graphique. Chacune peut être intéressante en fonction de vos objectifs. On va retrouver évidemment les solutions par exemple de conciergerie, telles Circles qui proposent des solutions sur site, physiques, mais dans la conciergerie, on va également pouvoir retrouver des acteurs comme John Paul, Quatre Épingles qui vont proposer des solutions plus digitales. Sur l'aspect plateforme collaborative, vous allez retrouver des acteurs tels que Workwell, Windoo, Wizploon. Je vous laisserai aller creuser de votre côté si ce type de plateforme peut vous intéresser. Il y a évidemment l'offre sportive avec des acteurs comme Gympass, Gymlib, que vous connaissez peut-être. On peut retrouver aussi des acteurs comme Sport Heroes qui sont très intéressants dans le côté compétition inter-entreprise et mettre en compétition les salariés de différentes entreprises. Et puis également des outils de pulse management, ce qu'on appelle aujourd'hui le pulse management, qui vont vous permettre, via des sondages très intuitifs, très simples, à vos salariés, de donner du feedback pour pouvoir vous aider à mieux prendre en compte leurs difficultés et à avancer dans la bonne direction. Et puis évidemment, voilà, aujourd'hui pour une bonne expérience collaborateur, ou en tout cas une expérience collaborateur réussie, nous ce qui nous semble fondamental, c'est l'écoute de vos collaborateurs à travers justement ces outils de sondage par exemple. Si vous souhaitez creuser le sujet de l'écoute collaborateur, je vous recommande vivement un livre qui a été écrit par Vinette Nayar, qui est le CEO d'une entreprise qui s'appelle HCL Technologies, un Indien qui a écrit un livre qui s'appelle Employee First, Customer Second, et qui justement explique qu'aujourd'hui, toute la valeur de son entreprise réside dans la valeur de ses salariés les plus opérationnels et les plus proches du terrain et qui a réussi à inverser la pyramide décisionnelle dans son entreprise et qui aujourd'hui a connu une croissance fulgurante sur les dernières années en mettant en place une politique complètement nouvelle. Évidemment, le télétravail, vous en avez tous conscience, c'est fondamental aujourd'hui pour un équilibre vie professionnelle, vie personnelle aboutie.
Le sport, les activités, c'est évidemment ce qu'on propose chez Weobi ou chez d'autres acteurs. Là, ça va permettre de manière très chimique d'activer des hormones comme l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine, la dopamine. La pratique du sport déclenche chez nous l'activation de ces hormones et permet qu'on se sente mieux. La pratique d'activité à plusieurs, en groupe, crée des interactions sociales et permet également de se sentir mieux, de se faire plus facilement confiance. On va retrouver également tout ce qui a trait au développement personnel, essayer d'apporter des solutions très pragmatiques à vos collaborateurs sur des sujets qui peuvent être pour eux très anxiogènes dans leur travail au quotidien. Comment mieux animer une réunion, prendre la parole en public, dompter sa boîte mail quand aujourd'hui, qu'on soit dirigeant ou stagiaire, on va de toute façon être absolument inondé de mails. Et puis, on voit également arriver des modes de management dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui font de plus en plus écho aujourd'hui auprès des RH, le management bienveillant, le vulnerability management, comment j'accepte de montrer mes faiblesses à mes collaborateurs. Et d'ailleurs, ça, si vous souhaitez également creuser le sujet, je vous invite à regarder la vidéo TED de Barry Brown, qui a fait une super vidéo sur ce type de management. Donc, tous ces points mis ensemble permettent d'aboutir à une expérience collaborateur réussie. Et nous, comment on va pouvoir vous aider à travailler votre expérience collaborateur? Ce qu'on propose, c'est une application très simple, en 3 clics, qui va permettre à chaque salarié de trouver une activité qui lui plaît, que ce soit sur des sujets bien-être en pratiquant du yoga, du pilate, du sport, sur des activités plus culturelles en pratiquant le théâtre, par exemple, qui va également contribuer de manière significative à aider les salariés à prendre confiance en eux et à mieux s'exprimer. La gestion du stress. La gestion du stress, évidemment. Et puis également l'application qui vous permet de générer des communautés, puisqu'on va faire matcher les salariés autour de leurs passions et leurs centres d'intérêt. Et on va de cette manière-là les aider à se retrouver physiquement autour de sujets qui les intéressent et donc à créer du lien différemment. Donc, alors, si tu devais apporter une petite conclusion un peu sympa et positive, La Stéphane. conclusion, c'est si un salarié, c'est un arbre, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir une belle et magnifique forêt de séquoia dans votre entreprise. Une belle forêt qui continue à pousser et à pousser et à pousser. Voilà, et pour pouvoir avancer dans cette direction, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le stress dont parlait Stéphane est souvent lié à un manque de communication. Améliorer la communication d'entreprise, c'est souvent 95% du problème. Aujourd'hui, il existe de très nombreuses solutions pour améliorer la communication. Weobi, évidemment, en fait partie. C'est pouvoir tout simplement permettre à vos salariés de davantage s'exprimer, leur donner l'occasion de récolter du feedback à travers des outils de pulse management dont on a parlé par exemple. Et donc évidemment, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant chez Weobi, c'est pas de compromis, c'est simplement permettre à vos salariés d'avoir toutes les activités qui peuvent leur plaire, de se retrouver ensemble pour apprendre à mieux se connaître et à travailler différemment. Je pourrais juste terminer en disant qu'une expérience hors du commun, c'est une expérience où on vit ensemble des éléments, des moments hors du commun. Ce que vous pouvez offrir à vos salariés, c'est ça. Donc merci de votre attention. Questions, Christophe, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, on a reçu plusieurs questions. Donc la première, même si l'entreprise est bienveillante, il est difficile de tout maîtriser, notamment les relations de travail entre collègues. Quelle solution auriez-vous sur le sujet? Alors typiquement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les relations interpersonnelles. Et alors, quand c'est entre collègues, et bien évidemment, c'est le rôle du manager de proximité, d'être le médiateur, de gérer ce genre de situation. Encore faut-il qu'il sache le faire. Donc ça passe par la formation, ça passe par l'information et par la formation, et par la communication une fois de plus. La communication non violente fait partie des clés justement pour régler ce genre de problème. La communication non verbale aussi, apprendre à décoder les signes pour un manager, c'est important pour pouvoir aider son équipe à grandir. Alors j'ai une seconde question, Aymeric, pas de commentaire. Okay. J'ai une seconde question. Donc, si la direction et l'équipe managériale ne sont pas dans la célébration de micro-victoires, avez-vous un conseil à donner pour leur en démontrer la valeur ajoutée et l'utilité au quotidien?
C'est c'est une très bonne question parce qu'évidemment, célébrer, partager les petites victoires en entreprise, c'est absolument clé. Euh, et donc, est-ce que tu peux répéter la question, Christophe, pour que je sois certain de bien l'avoir comprise? Donc, prenons le cas où des directions ou des équipes de management ne sont pas nécessairement dans la célébration des micro-victoires du quotidien. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour leur montrer que c'est utile de les célébrer? Je reviens sur le manager de proximité. C'est quand les initiatives remontent du terrain, on apporte des preuves à la direction. On apporte des preuves concrètes que l'entreprise est riche. Euh, Aujourd'hui, on parle de richesse humaine à la place des ressources humaines, ça n'est pas pour rien. C'est lorsqu'on arrive à faire prendre conscience à la direction que la richesse, elle est sur le terrain, elle est plus chez les collaborateurs que chez les clients, parce que l'entreprise fonctionne, vit grâce à ses clients, mais elle ne fonctionne que grâce à ses collaborateurs. Et lorsque cette notion est intégrée par la direction, tout va bien. Et puis non, mais ce qui peut être également intéressant, c'est tout simplement, on le répète jamais assez. Alors évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile de convaincre les dirigeants enfin justement quand il s'agit de dirigeants, toujours difficile de les convaincre, mais tout simplement en montrant vous l'exemple, en célébrant vos victoires, en invitant d'autres personnes à célébrer vos victoires autour d'un déjeuner, d'un verre, et en sollicitant de cette manière-là les dirigeants, c'est une bonne manière de montrer l'exemple et, euh, et de d'être efficace de cette manière-là. Le management bienveillant est aussi un management festif. Et Alors, j'ai une nouvelle question oui. Pour réagir à ce que vous venez de dire. Cette célébration de micro-victoires ne peuvent-elles pas, à l'inverse, mettre à l'écart des équipes / des employés qui performeraient moins? Est-ce que finalement, ça ne va pas mettre de côté certaines équipes? De certains salariés. Dans une équipe, alors là en l'occurrence, ce qu'a fait Blablacar, c'est qu'elle célèbre une équipe, elle célèbre pas des individus. Donc, alors, il y a peut-être des individus à valoriser, à mettre en scène, mais c'est les résultats d'équipe. C'est ce qu'on vit en conduite du changement où généralement on a tendance à oublier qu'il faut dire à un moment que les choses se passent bien et que ça marche. Donc au quotidien, parler de ce que fait une équipe, faire un point pour dire merci et bravo, c'est juste qu'on a tendance à oublier dans un monde où tout va beaucoup plus vite à cause notamment du digital, où on a franchement transformé notre relation humaine en relation digitale. Aujourd'hui, on a besoin de revenir à l'humain tout en s'appuyant sur le digital et en tirant le meilleur, comme ce qu'on fait chez Weobi. Et l'entreprise de demain, l'entreprise qui saura mettre en place une expérience collaborateur réussie, c'est une entreprise qui saura bien gérer le digital également. Alors, j'ai une nouvelle question. Avez-vous des exemples d'activités extra-professionnelles qui augmentent la performance? Alors c'est toujours un tout petit peu délicat de parler de performance brute, puisqu'elle est difficilement mesurable. Nous, ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que les retours de nos clients aujourd'hui euh, sont très positifs par rapport à certaines activités. Aujourd'hui, il n'est plus à prouver que des activités comme le yoga, la méditation, la sophrologie, ça a été prouvé scientifiquement, vont aider à mieux gérer son stress, à prendre du recul sur des situations, donc à être plus lucide au moment de prendre certaines décisions. Et puis, tout simplement, ça améliore également la concentration. Donc, en fait, tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que quand des personnes sont curieuses chez nos clients, par exemple, de tester une activité comme le yoga, et qu'ensuite cette activité de yoga est organisée chaque semaine et donc de manière récurrente, c'est que ça leur a apporté un plus et qu'ils se ressentent bien l'aspect positif de certaines de ces activités. Euh, voilà, vous parlez d'amélioration de la rentabilité ou de la productivité en vous donnant des pourcentages, ce serait vous mentir. On peut simplement vous dire par l'exemple et par ce qu'on a observé chez nos clients que ces activités sont vraiment bénéfiques pour eux. Alors j'ai une toute dernière question, qui n'est pas une question. Pensez à fêter les échecs aussi. Est-ce
que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Les échecs, ça fait partie de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je reviens parce que je travaille aussi sur la conduite du changement, euh, on a aujourd'hui une course à l'innovation. Donc plus on innove, évidemment, plus on a d'échecs. Et ça, c'est juste un changement de culture à intégrer. Les échecs font partie maintenant de l'histoire de l'entreprise parce que ça nous permet justement, ça nous apprend à grandir, ça nous apprend à corriger le tir, ça nous apprend à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce qu'on est beaucoup plus en flux tendu, on est beaucoup plus les méthodes agiles intègrent de plus en plus, sont largement sorties du monde de l'informatique pour entrer dans le monde de l'entreprise et fonctionner en mode agile, c'est ça, c'est travailler à court terme et du coup, évidemment, c'est de temps en temps se casser la figure. J'aime bien utiliser l'image du jongleur. Le jongleur, un bon jongleur, fait toujours tomber des balles. Même s'il est expérimenté, même si c'est le champion du monde de jonglage, il fera toujours tomber des balles. Et ce qu'on retiendra, c'est pas la balle qui est tombée, ce qu'on retiendra, c'est la performance qu'il a lorsqu'il jongle. Et puis évidemment, alors célébrer l'échec, c'est vrai que culturellement en France, ça pourrait passer pour une action parfois peut-être bizarre, mais en tout cas, ce qui est évidemment intéressant à faire, c'est à chaque échec, qu'il soit collectif ou individuel, effectivement, de pouvoir prendre un moment seul ou à plusieurs pour se dire, bon, effectivement, aujourd'hui, ça n'a pas marché pour telle raison, et bien, effectivement, c'est positif parce que j'assimile cette raison aujourd'hui et je la reproduirai pas à l'avenir. Donc, effectivement, on peut en retirer quelque chose de très positif sur le moment en se disant tout simplement qu'on a appris quelque chose, sans pour autant le célébrer en levant les bras, mais c'est absolument évident qu'il faut prendre des temps pour analyser ces échecs. Voilà, alors je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. J'espère qu'on a pu vous apporter des éléments de réponse sur ce que peut être une expérience collaborateur réussie. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. D'autres webinaires suivront. N'hésitez pas également à vous partager vos retours sur ce que vous auriez aimé qu'on fasse mieux pour que nous puissions nous améliorer pour les prochaines fois. Et proposer des thématiques. Et proposer des thématiques évidemment qui vous intéresseraient. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et à bientôt. Merci.